à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, le rendez-vous quotidien de Bismart dédié à vos finances personnelles. Au sommaire de cette émission, comme tous les vendredis, on commencera par votre rubrique L'art à la une. Sybilla Oujane, notre spécialiste du marché de l'art, nous rejoindra pour tout nous dire des actualités du secteur. Son invitée ensuite sera Karine Tissot, directrice du Salon du dessin contemporain, présente à l'occasion de la 15e édition de la première foire d'art contemporain dédiée au dessin en Europe. Ça, c'est ce week-end à Paris. Et puis, dans Enjeu Patrimoine, une procédure temporaire pour sauver son patrimoine, justement, la vente à réméré, idéale lorsque vous rencontrez des difficultés financières et qu'il vous manque des liquidités pour y faire face. Elle consiste à vendre son logement tout en continuant à l'occuper avec la possibilité de le racheter quelques années plus tard. Comment ça marche? Ce sera en deuxième partie d'émission. Smart Patrimoine, c'est parti. Et d'abord, comme tous les vendredis, votre rubrique L'art à la une pour tout savoir des dernières actualités du secteur. Sybilla Oujane est avec nous. Bonjour. Bonjour Eva. Vous allez bien, Sybille? Oui. Cette semaine a été marquée par plusieurs records, je crois. Tout à fait, la deuxième partie de la collection Maclo a été vendue pour des montants inestimables alors que le marteau retentissait sous les applaudissements chez Sotheby's. La collection Maclo est désormais la collection la plus chère jamais vendue dans l'histoire des enchères publiques. Et donc si on la cumule avec la première vente qui a déjà été réalisée en novembre 2021, cette collection a été vendue pour plus de 922 millions de dollars avec une valeur moyenne par lot de 14,2 millions de dollars pour 65 œuvres vendues au total. Quelles sont les œuvres remarquables, Sybille, Alors, ce qui a pas mal fait l'actualité, c'est ce Marc Rothko, l'œuvre numéro 7 qui a été réalisée en 1951 et qui est partie pour 82,5 millions de dollars. Il y a aussi un Sigmar Polke qui a été vendu, qui s'appelle Rasterbiet mit Palmum, peinte en 1966, parti pour plus de 21 millions de dollars. Et enfin, un Sight Wombly, sans titre, réalisé en 1966, parti pour près de 59 millions de dollars. Et puis au sein de la collection, deux artistes ont particulièrement explosé leurs estimations. C'était surtout la première vente en novembre qui a vu un Willem de Kooning, Untitled de 1961, qui est parti pour près de 18 millions de dollars alors qu'il était estimé entre 7 et 10 millions. Et aussi Early Morning Happiness d'Agnès Martin qui a triplé son estimation et qui a presque atteint 10 millions de dollars. Un dernier record pour la route. Là, on passe du côté de la photographie avec le violon d'Ingres réalisé en 1924 par Man Ray. Cette photo est désormais la photo la plus chère au monde jamais vendue dans des enchères. C'est cette fois-ci Christie's qui l'a adjugée pour 12,4 millions de dollars lors d'une vente consacrée aux artistes surréalistes. C'est un tirage unique à la gélatine argentique conservé dans les archives de l'artiste jusqu'en 1962 et qui dépasse largement le précédent record qui était en 2011. C'était un paysage qui s'appelle Rhein 2 réalisé par Andreas Górski, aussi vendu par Christie's pour 4,3 millions. Sybille, la galerie David Zwirner propose un site de revente d'œuvres d'art. Exactement, c'est la galerie David Zwirner qui s'investit désormais sur le second marché. Alors pour rappel, le premier marché est principalement constitué de galeries d'art contemporain qui vendent des œuvres inédites, jamais achetées et qui ont souvent récemment été produites par des artistes, alors que le second marché est lui principalement occupé par des maisons de vente aux enchères et qui revendent des œuvres qui sont déjà passées entre les mains de collectionneurs. Donc la galerie choisit un positionnement plutôt inhabituel ici. Exactement, en fait c'est la galerie Zwirner qui crée une nouvelle plateforme de revente appelée Consignments. Ce sont donc des collectionneurs qui peuvent mettre en ligne les œuvres qu'ils souhaitent revendre. La galerie pourra donc les présenter à travers des foires, des expositions collectives, des ventes privées, voire en ligne, et apportera aussi son conseil aux collectionneurs. Déjà, une autre galerie avait fait ce mouvement, c'est la galerie Perrotin qui avait ouvert ses portes d'un grand espace dédié au second marché qui est dans le 8e arrondissement de Paris. C'était fin 2021. Et enfin, 2 nominations aux Beaux-Arts qui ont été réalisées. Oui, c'était la séance de mercredi 18 mai 2022. L'Académie des Beaux-Arts a élu la compositrice Kaya Saariaho et l'artiste Giuseppe Pennone. Tous les deux sont désormais des membres associés étrangers à l'Académie des Beaux-Arts.
Alors, le sculpteur italien Giuseppe Pennone occupe désormais le fauteuil numéro 6, précédemment occupé par le sculpteur sénégalais Ousmane Sow. Giuseppe Pennone est né en 1947 en Italie et c'est un artiste majeur de la scène internationale, héritier de l'arte povera, qui engage une réflexion autour de la nature et la culture. Merci Sybille pour ce tour d'horizon des actualités du marché de l'art. On accueille maintenant votre invitée, Karine Tissot, directrice du Salon du dessin contemporain. Bonjour. Bonjour. Bienvenue Merci. sur le plateau de Smart Patrimoine. Merci beaucoup d'être avec nous. Moi, ma première question sera simple, Karine Tissot. À quoi ressemble ce salon exactement? En quoi consiste-t-il? Et comment il se différencie d'ailleurs du salon du dessin? Alors, en quoi il se différencie déjà la première chose avec le Salon du dessin qui, lui, fête ses 30 ans et a lieu au Palais Brongniart. Nous fêtons nos 15 ans et nous avons lieu au carreau du Temple. On se différencie puisqu'il représente, je dirais plutôt, le Salon du dessin, le marché entre le 16e et le 21e siècle, et que nous, bien évidemment, nous accueillons et nous représentons à travers les 72 galeries qui exposent et les 300 artistes dont vous pourriez découvrir les dessins, plutôt le versant très contemporain du dessin. Donc vous allez retrouver une vision du dessin sur ces 50 dernières années, avec des artistes vivants, pour la grande majorité d'entre eux, en tout cas, qui pourraient l'être, et puis des artistes surtout, pour leur grande majorité, qui vont vous présenter des dessins qui sortent tout juste de leur atelier. Et la chance que vous allez avoir, c'est souvent de les rencontrer, parce que bien évidemment, ils ont envie d'être là, ils ont envie de vous rencontrer, et c'est ce qui nous différencie aussi d'un grand nombre de salons, c'est la chance que vous pourriez avoir de les rencontrer. Vous avez essayé de créer un dialogue avec le Salon du dessin, parce que c'était important de faire ces deux événements la même semaine? Bien évidemment, hein, le Salon du dessin et Drawing and Art Fair, ce sont ces 111 galeries et marchands à Paris pendant oui. cette semaine, en tout, donc 39 marchands au Salon du dessin, 72 galeries à Drawing and Art Fair. C'est une offre unique au monde. Voilà, donc on en est très fiers. Paris devient la capitale du dessin pendant cette semaine, et on a tracé effectivement des ponts cette année. On sortait de la pandémie et pour nous c'était vraiment important de consolider ce lien à travers un billet commun. Donc effectivement, pour 25 €, vous pouvez visiter et le Salon du dessin au Palais Brongniart et Drawing and Art Fair au carreau du Temple. Donc là, c'est la 15e édition de Drawing and Art Fair. Qu'est-ce qu'il en ressort? Ça fait déjà 2 jours que les portes sont ouvertes. Qu'est-ce qu'il en ressort? Est-ce qu'il y a eu des ventes majeures qui ont été réalisées? Alors, c'est toujours difficile, les galeristes ne sont pas les premiers tout de suite à vous le dire au bout de 2 jours, ils attendent, etc. Non. Alors, c'était déjà important, parce qu'effectivement, notre dernière édition, c'était en 2019, en raison de la pandémie. On avait eu une version alternative au mois de juin 2021, en squattant un magasin pour pouvoir contrer les mesures éventuellement sanitaires à l'époque. Donc, ça nous a permis, comme je dis, de recommunauter à l'époque, de recréer du lien, de pouvoir permettre à certains exposants et surtout aux artistes de présenter leur travail. Mais là, c'est une grande fête du dessin. On retrouve le carreau du Temple, on retrouve les galeries, les artistes, et on sent vraiment de la part des collectionneurs une envie de réacheter, de réinvestir, de se faire plaisir, puisqu'effectivement le dessin c'est aussi un moyen d'entrer en collection, de se faire plaisir, et puis aussi de pouvoir compléter une collection avec d'un artiste dont on pourrait déjà collectionner une peinture, une sculpture, et de compléter sa collection avec une œuvre plutôt dessinée. Karine Tissot, une question pour une novice comme moi. Comment vous définiriez le dessin contemporain, si vous deviez en donner une définition? Alors, la première acceptation, c'est le papier. Puisqu'effectivement, le dessin, entre guillemets, ancien, il est sur le papier. Nous, on considère que c'est le trait, c'est la ligne. C'est vraiment ça qui définit le dessin. Alors, cette ligne, elle peut être bien évidemment sur le papier, elle peut sortir du papier, elle peut devenir une ombre sur un mur, elle peut être un geste
Et donc le dessin, il est assez large, mais bien évidemment, souvent, il est sur papier, il est aquarelle, il est fusain. Mais effectivement, là, on voit une œuvre de Aude Bertrand. Voilà, c'est le trait, c'est la ligne qui définit vraiment ce qu'est le dessin Mais c'est contemporain. vrai qu'à Drawing Now, on voyait une majorité de supports différents qu'on voit moins dans le salon du dessin ancien. Bien sûr, bien sûr. Bah, c'est ça qui nous amuse, c'est ça qui définit aussi. Dans le... Oui, eh bien, on a surtout une nouvelle génération d'artistes qui s'est approprié ce médium comme principal médium d'expression. C'est vrai que on a les sculpteurs ont beaucoup dessiné, et aujourd'hui, les artistes ont choisi le dessin, et certains ne font que du dessin. Et je dirais que c'est aussi ça la différence. Et vous parliez aussi d'une manière de commencer une collection. Est-ce que pour vous, justement, le dessin, comme contemporain, ça peut avoir peut-être des prix un peu plus accessibles? C'est une bonne manière de commencer, ou au contraire, je me trompe, il y a aussi des dessins contemporains qui ont des montants... Alors c'est une bonne entrée en collection. Puisque sur le salon, on va commencer à trouver des prix aux alentours de 700, 800, 900 euros pour de jeunes artistes qui sortent des Beaux-Arts et qu'on peut commencer à suivre. Hein. C'est ce que je dis, moi, depuis 15 ans. J'ai vu les artistes évoluer. Je vais pouvoir prendre un exemple d'une artiste pour moi qui est majeure, hein, qui ne fait pas que dessiner, mais dont l'œuvre dessinée est quand même essentielle, qui est Françoise Petrovitch. Un grand dessin de Françoise Petrovitch il y a 15 ans valait 7 000 euros. Aujourd'hui, il vaut 20 000 euros. Donc il y a une vraie évolution du marché. Bien évidemment, le dessin suit aussi la cote d'un artiste. Alors, les galeristes tentent à dire que entre une œuvre, une sculpture, une toile, etc., on est sur un marché entre 1 à 8, 1 à 10, entre une œuvre dessinée et une peinture, pour un artiste qui s'exprimerait à la fois sur le dessin et puis sur toile, par exemple. C'est-à-dire qu'une œuvre sur toile va être 8 fois plus chère qu'une œuvre sur dessin. D'accord. Exactement. Alors ensuite, c'est un petit peu plus compliqué de le définir pour un artiste dont le travail est essentiellement sur le dessin. Mais on peut le voir, le grand dessin de Nina Mae Foller, qui a une quarantaine d'années, vaut 22 000 euros. Et c'est une jeune artiste. Hein, quand on a 40 ans, on est encore jeune. Et voilà. Et puis sur le salon, on peut justement, vous parliez tout à l'heure de Sigmar Polk. On a un Sigmar Polk à 130 000 euros sur le salon, ou une œuvre un corpus d'œuvres de Eric Dittmann à 230 000 euros. Donc voilà, on représente vraiment tous les pans du dessin, et donc on peut aussi bien commencer une collection avec des œuvres à 900 euros, ou effectivement, avoir une œuvre majeure comme celle que vous voyez ici d'Eric Dittmann à 230 000 euros, qui sont vraiment des œuvres d'institution, mais voilà, c'est essentiel. Est-ce qu'il y a des tendances qui se démarquent en ce moment? Qu'est-ce qui a du succès aujourd'hui particulièrement? Il n'y a pas de tendance. Nous, on aime bien dire qu'à un moment donné, effectivement, au moment du salon, on a une photo de ce qu'est le dessin contemporain. Mais non, il y a eu des périodes où c'était essentiellement du fusain, donc on était sur du noir et blanc. Alors, je dirais peut-être que cette année, c'est un peu l'aquarelle. Donc, effectivement, il y a plus de couleurs à Drawing Now qu'à un moment donné. Voilà, je dirais que la tendance, c'est peut-être à l'aquarelle, mais vous pouvez aussi vous faire plaisir avec de très beaux fusains au salon. Et quel conseil vous pourrez donner, par exemple, à un investisseur qui se balade dans les couloirs de Drawing Now? À quoi est-ce qu'il faudrait faire attention, peut-être pour être sûr que le dessin a une vraie valeur? Enfin, j'imagine que tous les dessins ont une vraie valeur, mais je dirais, comment avoir un œil un peu aiguisé pour le dessin contemporain? Alors déjà, moi je dirais que la chance que les investisseurs vont avoir sur Drawing Now, c'est de rencontrer les artistes. Je pense bien évidemment, on achète une œuvre, mais on achète aussi une rencontre avec un artiste, un lien, des connexions. J'étais hier soir avec un collectionneur. Voilà, il collectionne, il a plusieurs dessins des mêmes artistes, il noue des relations avec ces artistes, c'est ça qui est super. Et par exemple, Karine Rougier, qui a eu le prix Drawing Now il y a 2 jours sur le salon,
voilà, elle a toujours exposé à travers sa galerie Espace Amande à Drawing-Art. On l'a vu évoluer. Elle est collectionnée donc par un certain nombre de collectionneurs qui achètent des œuvres chaque année, plusieurs dessins. C'est cette rencontre, bien entendu, il y a son travail qui les intéresse. Donc moi je dirais c'est le coup de cœur. C'est pour moi le dessin, c'est vraiment une entrée sur le marché. Et puis enfin voilà, faut savoir se faire plaisir. Je crois que c'est là où on va être gagnant. De toutes les manières. C'est pas juste regarder le prix, demain la valeur que pourrait avoir ce dessin sur le marché. C'est vraiment un moyen d'entrer en collection. Et puis en même temps, voilà, moi je suis collectionneuse de dessins contemporains. Ben voilà, il y a des artistes qui évoluent plus que d'autres, mais voilà, le champ est large. Et on peut se laisser séduire effectivement par des choses plus radicales, plus figuratives. Et puis finalement, voilà, on sera gagnant à l'arrivée, de toutes les manières. Il nous reste 20 secondes, une courte question, Sybille, si vous voulez, pour terminer. Je voulais juste savoir si, quand on est un artiste déjà très établi, les grands noms, est-ce que forcément sur le monde du dessin, on va retrouver la cote qui pourrait être... Oui, bien sûr, les artistes... c'est un gage de qualité. Bien sûr, c'est un gage de qualité. Le marché du dessin suit la cote des artistes. Et donc, si la cote de l'artiste évolue, la cote de ses œuvres dessinées évoluera avec la même dynamique. On va s'arrêter sur ces mots. Merci beaucoup, Karine Tissot, de nous avoir Merci accompagnés aujourd'hui dans Smart Patrimoine, directrice de Drawing-Art Art Fair, ou en français, Salon du dessin contemporain. Merci beaucoup d'être venue nous voir. Merci, Sybille. On vous retrouve vendredi prochain, bien sûr, pour un nouveau focus sur le marché de l'art. Tout de suite, c'est Enjeu Patrimoine. Et c'est parti pour Enjeu Patrimoine, où nous répondons chaque jour à une grande question liée à la gestion de votre patrimoine. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'une vente à réméré ? Vous êtes propriétaire d'un bien immobilier, vous rencontrez des difficultés financières et vous avez besoin de fonds pour y faire face. Pour les obtenir, il existe une possibilité, celle de vendre votre bien à réméré, autrement dit avec une faculté de rachat. Comment est-ce que cela fonctionne ? Réponse tout de suite avec notre invitée, Anne-Laure Moisset, avocate chez GMBA Avocat, membre de Walter France. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Patrimoine, Anne-Laure Moisset. Merci beaucoup d'être avec nous. Expliquez-nous alors très concrètement en quoi consiste une vente à réméré. Donc, comme vous l'avez rappelé, la vente à réméré, en réalité, c'est un instrument de crédit qui va permettre en fait de vendre un bien, alors immobilier ou non pour le coup. Et la petite particularité par rapport à une vente classique, c'est que le vendeur va avoir la faculté de racheter son bien dans un délai qui sera déterminé dans l'acte initial. Quelle est la différence avec le portage immobilier ? Vente à réméré, portage immobilier, c'est complètement différent. Oui, c'est deux choses qui sont complètement différentes. On va rentrer donc dans les conditions d'accès évidemment à ce contrat. Dans quel cas il peut être utile déjà ? Pour quel profil de vendeur ? Je le disais, là, des gens avec des difficultés financières. Voilà, est-ce qu'il y a un profil particulier ? Alors effectivement, à l'origine, la vente à réméré était plutôt basée sur le domaine du droit immobilier. Et donc le profil type du vendeur, c'est une personne qui se retrouve en situation de surendettement, mais qui est propriétaire de son bien immobilier. Donc dans ce cas-là, elle a la possibilité effectivement de vendre son bien. Avec le prix de vente, ça va lui permettre d'assainir sa situation financière. Et pendant le délai qui lui est imparti pour justement exercer sa faculté de rachat, elle a la possibilité d'aller voir des banques et en fait de solliciter le financement de son bien, pour le racheter. C'est un contrat qui est beaucoup utilisé aujourd'hui en France ? Non. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Il a été très utilisé à l'époque donc en droit immobilier. Dans les années 80, il y a eu un petit rebond sur ce type d'opération, mais dans un domaine complètement différent, qui était celui des valeurs mobilières. Parce qu'il y avait des particularités justement en droit financier qui donnaient tout l'intérêt à cette vente à réméré. Mais depuis, on a eu d'autres instruments qui ont fait que même dans ce domaine-là, la vente à réméré est finalement très peu utilisée aujourd'hui. Mais pourquoi l'est-il si peu ? Parce qu'il y a d'autres instruments, c'est Exactement. Ce que vous nous dites, oui, qui sont plus simples, plus accessibles. Simples et plus performants pour ce genre d'opération. Donc alors expliquez-nous quels sont les freins alors d'accès à ce type de contrat, puisqu'il n'est pas si facile d'accès, si je comprends bien. Alors les freins à ce type de contrat, alors le premier frein, ça peut être le coût financier. Puisque en réalité, quand vous exercez votre faculté de rachat, vous avez l'obligation de rembourser le prix, sachant que le prix peut être inférieur, mais il peut également être supérieur au prix qui a été payé lors de la vente initiale.
Donc, vous remboursez le prix et en plus, on peut prévoir des frais supplémentaires. Donc, il y a un vrai frein au niveau des frais applicables. Le deuxième frein, et notamment pour le coup en valeur immobilière, c'est que quand vous êtes acheteur, en fait, vous n'avez aucun contrôle sur la suite des événements. C'est-à-dire le vendeur est le seul à pouvoir décider d'exercer ou non sa faculté de rachat. C'est-à-dire, notamment en valeur immobilière, si vous avez une chute très importante de la valeur de titres, évidemment, le vendeur n'aura pas intérêt à faire jouer sa clause de rachat et à reprendre ses titres. Et dans ce cas-là, ça peut être assez dangereux pour le vendeur qui se retrouve avec des titres qui sont complètement dévalués. Expliquez-nous concrètement comment ça marche. Donc là, voilà, je rencontre des difficultés financières, je ne peux pas aller me réendetter auprès des banques puisqu'elles ne veulent pas de moi. Exactement. Je veux utiliser ce contrat-là. Voilà, quelles sont les étapes à respecter? Je commence par quoi? Alors, les premières étapes, c'est d'aller voir un agent immobilier, parce que pour le coup... On a besoin d'une tierce personne pour effectuer Exactement, ce surtout contrat-là. pour en fait mettre en relation les différentes parties, parce que vous souhaitez vendre votre bien, mais la vente à réméré, déjà tous les agents immobiliers ne pratiquent pas forcément ce type de vente, et effectivement, pour trouver les interlocuteurs, c'est quand même une certaine particularité, c'est pas une vente classique. On a besoin d'un notaire aussi, peut-être? Tout à fait, Oui. tout à fait. C'est les notaires qui vont rédiger l'acte de vente, quand on est en matière immobilière en tout cas, comme dans une vente classique. Pour le coup, il y aura une publicité de la même manière. Les choses sont exactement les mêmes que pour une vente pure et simple. Donc ensuite, deuxième étape, une fois qu'on a rencontré son agent immobilier, il faut trouver un acquéreur aussi, j'imagine. Exactement. Peut-être grâce à l'aide de cet agent, Exactement, de cet parce agent que vous, en tant immobilier. que personne physique lambda, trouver un acquéreur, effectivement, c'est un peu délicat. Et donc ensuite, les prochaines étapes? Prochaine étape, comme dans une vente classique, vous vous rendez chez le notaire et vous faites un acte de vente qui va prévoir cette petite particularité qui est la clause de rachat qui sera offerte effectivement au vendeur. Donc la chose sur laquelle il faut être attentif, c'est le délai, parce qu'on a un délai maximum de 5 ans qui peut être prévu pour la faculté de rachat, mais elle peut évidemment être inférieure. Donc ça, il faut vraiment faire attention quand on le fixe dans l'acte, notamment en matière immobilière, quand c'est effectivement pour assainir sa situation financière et aller rechercher du crédit. Il est préférable de prévoir un délai un peu plus long pour se laisser un peu le temps de souffler et de chercher les crédits nécessaires. On va en parler justement de cette faculté de rachat. Quelles sont les prochaines étapes? Oui, c'est ça que j'ai envie de vous poser comme question. C'est-à-dire, une fois qu'on a effectué ce contrat-là, qu'est-ce qui se passe? Quelle rente ce vendeur touche tous les mois? Est-ce qu'il continue d'occuper ce logement? Voilà, expliquez-nous exactement la suite. Effectivement, quand on se retrouve en droit immobilier, tout l'intérêt va être de ne pas perdre son logement, de continuer à y vivre. Et du coup, en parallèle en fait, de cette vente immobilière, on peut prévoir un bail d'habitation. Donc le vendeur finalement va continuer à résider dans son logement et en contrepartie, il devra payer tous les mois un loyer au vendeur. Quel est l'intérêt justement pour l'acquéreur, pour l'acheteur de ce type de contrat? Alors pour l'acheteur, c'est un investissement financier, étant précisé que l'intérêt majeur pour lui, c'est qu'il a une garantie qui est assez hors du commun, puisqu'en réalité, il est déjà propriétaire du bien. C'est-à-dire que si le vendeur n'arrive plus à payer les loyers ou n'arrive pas à recouvrer les fonds nécessaires pour exercer la faculté de rachat, dans ce cas-là, l'acheteur reste propriétaire du bien. D'accord. Donc c'est la meilleure garantie qui puisse être offerte à un investisseur. Mais le risque, c'est aussi que le vendeur veuille racheter son bien dans ce délai de 5 ans, sans prévenir, presque? Oui, mais est-ce que c'est un risque? Pas forcément, puisque dans tous les cas, lui, pendant cette période-là, il aura touché des loyers. Et le montant qui sera remboursé pourra être le même que celui finalement fixé dans l'acte initial. Donc ça reste un investissement plutôt rassurant. Dans les faits, est-ce que le vendeur il assainit vraiment ses finances? Il y arrive? En matière immobilière, c'est pas automatique pour le coup. Autant quand on parle de titres, c'est vrai que la plupart du temps, les facultés d'exercice, pour le coup, sont exercées sans trop de difficultés. Mais c'est vrai qu'en matière immobilière, non, c'est loin d'être automatique. Pour revenir sur ce rachat du bien, est-ce que le vendeur doit remplir des conditions précises pour pouvoir acheter son bien? Alors, pour acheter le bien, pour le coup, c'est assez simple. Ce qu'on impose effectivement au vendeur, c'est simplement d'exercer son intention d'exercer la faculté de rachat dans le délai qui est prévu. Ensuite, pour pouvoir récupérer par contre la propriété du bien, il a l'obligation en outre de rembourser le prix ainsi que les frais. Et c'est qu'à ce moment-là
qui pourra effectivement retrouver la propriété de son bien. Étant précisé que le paiement peut pour le coup intervenir postérieurement au délai qui est fixé, donc le délai de 5 ans. D'accord. C'est-à-dire que pendant les 5 ans, vous exercez votre faculté de rachat, mais par contre, le paiement peut intervenir au-delà de ce délai de 5 ans. Pourquoi 5 ans ? C'est un délai, je pense, qui a été fait pour que d'un point de vue notamment fiscal, la vente soit quand même limitée dans le temps. Parce qu'effectivement, vous avez des dispositions fiscales qui permettent à la vente à réméré, c'est d'ailleurs tout son intérêt, de ne pas être taxé une seconde fois. Donc, je pense que c'est pour ça que l'administration, effectivement, a fixé aussi des délais assez courts. Avantages fiscaux, c'était important de le préciser aussi, oui. Oui, avantages fiscaux. Donc, comme je vous le disais, la vente va être simplement taxée une seule fois. Donc, c'est la vente initiale qui est taxée. Et donc, ça permet effectivement d'éviter la double taxation. Il y a quand même des conditions à remplir pour qu'on soit dans ce cadre-là. Donc, la première, c'est évidemment que le délai de 5 ans soit respecté. La seconde, c'est que cette faculté de rachat soit prévue dans l'acte initial de vente. C'est-à-dire que si vous le faites par acte séparé, ça ne fonctionne pas. L'intention de rachat doit également avoir une date certaine pour que ça fonctionne. Et enfin, ça doit être exercé par le vendeur ou bien par un sous-acquéreur. Anne-Laure Moisset, on n'en a pas parlé. Est-ce qu'il y a des types de biens pour lesquels ce contrat serait plus adapté ou non? D'ailleurs, tout à l'heure, vous nous disiez que ce n'était pas forcément applicable qu'aux biens immobiliers. À quel autre bien? Et puis surtout, voilà, à quel type de bien ce contrat serait-il plutôt adapté ou non? Alors, quand vous êtes sur le terrain du droit immobilier, effectivement, généralement, c'est pour une résidence principale. Et en matière donc, de marché financier, ça peut s'appliquer à des titres. Donc, c'est généralement utilisé par les OPCVM, les SICAV. C'est assez varié pour le coup. Il nous reste quelques secondes, Anne-Laure Moisset. Je voudrais juste qu'on fasse un petit résumé de ce qu'on vient de se dire. Plus d'avantages que d'inconvénients, ce contrat de vente à réméré, selon vous? Il faut faire attention quand même. Enfin voilà, qu'est-ce qu'on pourrait en dire pour ceux qui nous regardent? Alors, il faut quand même se montrer méfiant parce qu'effectivement, il y a quand même des frais qui sont importants. Même pour le vendeur en matière immobilière, quand vous rachetez vos biens, vous devez quand même vous acquitter des premiers droits de taxation qui peuvent être importants. Donc, si vous n'arrivez pas à assainir votre situation et racheter vos biens, il y a quand même un risque de perdre encore plus d'argent finalement. Donc ça, c'est le petit risque. Et en matière de droit mobilier, le risque, effectivement, c'est que le vendeur n'exerce pas la faculté et qu'il y ait une baisse forte des titres. Donc effectivement, il y a des risques, mais les avantages, c'est la fiscalité et également pour l'acheteur d'avoir la meilleure sûreté qui soit, qui est celle de la propriété. Eh ben super, on va s'arrêter sur ces mots. Merci beaucoup Anne-Laure Moisset d'être venue nous voir aujourd'hui, avocate chez GMBA, avocat membre de Walter France. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine. À très vite.